Bonjour tout le monde, je suis super contente d'être ici cet après-midi avec vous. Donc, je vais faire une suite un peu logique là, de tout ça en nature là, de gestion des ressources humaines. La demande qui m'a été faite, c'était de faire un survol au niveau des nouvelles tendances. Alors, on parle vraiment de survol parce qu'il y en a plusieurs nouvelles tendances, des nouveautés, des incontournables, on va dire pour 2019-2020. Mais le besoin aujourd'hui, c'était d'apporter là, la globalité de ces nouvelles tendances-là. Donc, je présume que c'est les petites flèches comme ça. Super. Alors, tout d'abord, je vous fais un petit survol. Donc, je me suis pas trop présentée parce que les filles l'avaient fait. Donc, peut-être que vous connaissez PB Dimension RH ou la voûte du côté de Rivière-du-Loup. Dans PB Dimension RH, on se spécialise en ressources humaines. On est 7 conseillères qui se déploient de Québec jusqu'à Gaspé. Donc, on couvre une dizaine d'expertises, tant au niveau de l'immigration d'ailleurs, pour faire du pouce sur ma collègue précédente. Donc, on le fait au privé pour bien accompagner l'entreprise à ce niveau-là. Donc, on est très complémentaires à ce que vous avez vu tout à l'heure. Et sinon, on va toucher les bonnes pratiques d'affaires, comme que ce soit le recrutement, l'accueil-intégration, la marque employeur. Donc, on va déployer des belles marques employeurs. Alors, je vous invite à aller visiter le site web qui est www.pbdimensionrh.com. Alors, assez pris de temps, on va y aller tout de suite avec les nouvelles tendances. Donc, on va voir tout ce qui est opération séduction, la marque employeur, le développement des ambassadeurs à l'interne chez vous, dans vos entreprises, la stratégie digitale, développement de la relève et des talents, le e-learning, plan de carrière, rémunération globale et reconnaissance. Donc, vous voyez, on a du pain sur la planche pour à peu près 45 minutes. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, défi actuel, je ne vous surprends pas en vous disant qu'on a la fameuse pénurie ou rareté de main-d'œuvre, ce qui fait que les emplois qu'on a, c'est pour hier. Donc, on est à la recherche constante. On n'a pas toujours le nombre de CV escomptés. Des fois, on fait un affichage, puis on reçoit 2-3 CV. On est déçu. On se demande si nos pratiques ont été les meilleures. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Donc, j'imagine que c'est le contexte, malheureusement, que vous vivez actuellement. Des fois, on a des belles surprises. Par exemple, on a des postes qui fonctionnent très bien. Donc, on veut se démarquer de la concurrence, tirer notre épingle du jeu. C'est souvent les enjeux qu'on a. On veut avoir un message clair, un message qui est percutant. Des fois, on ne sait pas trop quel mot utiliser par contre. Et on veut évidemment fidéliser nos meilleurs pour qu'ils puissent désirer rester à l'interne et donc pas qu'on retourne dans une démarche de recrutement. Alors, ça fait un petit peu le survol du contexte que les employeurs, les entreprises de la région vivent actuellement et pour qui on travaille main dans la main à essayer là, d'optimiser tous ces éléments-là. Quand je parle d'opération séduction aujourd'hui en pratique innovante RH, c'est vraiment là, de tenter de séduire l'employé futur, l'employé potentiel, c'est-à-dire que les gens actuellement sont en emploi. Ce qu'on veut, c'est d'essayer qu'ils se lèvent la tête et aient un intérêt à postuler chez vous. Donc, c'est comment on crée cette étincelle-là qui fait « Ah, ben sais-tu, je suis bien ici, mais j'ai le goût d'aller voir ailleurs. » Malheureusement, ça va créer une chaise vide dans cette entreprise-là, mais pour vous, peut-être que ça va dénouer une situation fâcheuse parce que vous êtes en manque de main-d'œuvre. Donc, on va tenter d'amorcer une opération séduction. On va faire le survol de toutes nos forces comme employeurs pour pouvoir les mettre de l'avant. Alors, c'est ce qui va nous amener à une opération séduction. On va le travailler comme une gestion de produits. Donc, gestion de produits, c'est quoi? C'est qu'on va penser que notre client, c'est l'employeur. Excusez-moi. On va penser que le client, c'est le candidat sur le marché du travail et on va voir notre entreprise comme un produit. Donc, on veut vendre notre produit qui est notre entreprise. Alors, c'est un petit peu le concept qu'on va tenter de travailler en opération séduction. C'est de trouver quel est notre ADN, qu'est-ce qui nous coule dans les veines puis qu'on a le goût de mettre sur le marché du travail pour que les gens soient interpellés à postuler sur vos postes disponibles. Et aussi, on va tenter de voir c'est quoi notre persona, à qui on s'adresse, c'est qui notre clientèle cible. Parce que des fois, on va voir une entreprise qui a un message assez global pour plusieurs types de postes. J'aurais tendance plutôt à vous dire aujourd'hui, tentez de décliner votre message pour bien s'adresser à vos types de postes, aux personnes qui seraient susceptibles d'appliquer sur vos postes. Ça peut être des journaliers, ça peut être des personnes cadres, ça peut être des cadres intermédiaires, des gens de production. Donc, généralement, on va essayer de décliner notre message pour bien s'adresser puis bien interpeller nos bons clients, nos bons individus qui pourraient travailler chez nous. Donc,
En plus de ça, quand on parle de marque employeur ou du moins d'opération séduction, j'aurais tendance aussi aujourd'hui à vous dire que le déploiement, c'est à long terme, c'est des petites actions qui vont vraiment perdurer dans le temps. Des fois, on a des grandes entreprises ou des entreprises qu'on va constater qui sont beaucoup présents sur les médias. On va constater qu'ils renvoient un message différent. Donc, on constate qu'ils sont dans un processus de marque employeur et vous allez aussi constater que généralement, on va le voir sur 12 mois, des fois même sur 2 ans. Donc, c'est des petits efforts que vous devez mettre, mais qui vont être échelonnés sur une période quand même assez longue. Donc, ce n'est pas un sprint qu'on fait, c'est un marathon. Il faut s'armer de patience pour que notre message passe bien puis qu'il soit percutant à long terme pour les candidats potentiels à venir dans votre entreprise, donc pour postuler chez vous. Étant donné qu'aujourd'hui, on a seulement là, plus ou moins 45 minutes, je vous avais détaillé qu'est-ce que la marque employeur vraiment en détail. Vous allez par contre avoir accès au PowerPoint, donc vous pourrez, lecture, là, vraiment, là, plus vous sensibiliser sur qu'est-ce qu'une bonne marque employeur. Aujourd'hui, là, j'ai donné les grandes lignes, mais évidemment, là, je vais juste m'attarder sur les deux derniers points, mais je vous laisse pour lecture le reste. Ça prend quand même une prévision de planification dans un plan d'action et donc avec des personnes responsables qui fait les suivis pour voir si l'impact recherché, elle est là, et aussi un budget, évidemment. Je vous dirais, une marque employeur, c'est pas toujours des projets dans les 6 chiffres. Il peut y avoir des marques employeurs qui sont beaucoup plus abordables, qui vont être efficaces également, puis qui vont être une première démarche de votre part pour amorcer une belle communication de vos postes, puis pour faire valoir vos qualités comme employeur. Donc, n'allez pas penser que c'est seulement pour la grande entreprise, la marque employeur. Je pense que ça peut être accessible aussi pour la PME sans difficulté. Alors, ça ici, c'est pour la marque employeur, puis comme je vous dis, vous allez l'avoir pour lecture. Je vais vous parler d'une autre stratégie, une autre tendance qui est des points de contact. Donc, souvent avec la clientèle, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on tente de tracer une ligne du temps avec le parcours d'un candidat potentiel. C'est-à-dire, on va démarrer, je vais vous imager ça. Donc, je vous donne un exemple fictif. Dans le temps des fêtes, moi, j'ai rencontré un de mes cousins qui a un emploi dans le Kamouraska. Puis là, il me parle de cet emploi-là comme vraiment, là, ça a été un tournant de sa vie. Puis bon, c'est un beau ambassadeur. Il me parle vraiment bien de cette entreprise-là. Moi, après les fêtes, je me dis, j'ai le goût, moi, de changer d'emploi. Ça fait un petit moment. Je me plais plus. Je décide de postuler à cette entreprise-là. Donc, j'appelle, je vais voir sur le site web, je me renseigne un peu sur les produits-services. J'appelle, il y a quelqu'un qui me répond avec le sourire dans la voix. Fait que là, je me dis, hey, aussi, elle a l'air contente de travailler là. Alors, je réussis à avoir une date, une heure pour une entrevue et personne ne me fait attendre. Je suis attendue même en entrevue. Il y a un comité de sélection, des questions professionnelles. Déjà, je vois qu'il y a une belle structure dans l'entreprise. Finalement, je décroche l'emploi. Ma première semaine d'emploi, d'accueil, intégration, c'est génial. On sent qu'on prend le temps pour moi de me montrer mon poste. J'ai même un compagnon qui m'accompagne tout au long de mon premier mois, qui répond à mes questions. Personne ne me laisse seule pour mon premier dîner. Vous comprenez le parcours que je suis en train de vous expliquer. Donc, chaque point de contact avec l'entreprise a été réfléchi et jusqu'à présent, mon expérience, elle est wow. Je fais 5 ans dans cette entreprise-là. Finalement, pour X raisons, je dois déménager ailleurs et donc changer d'emploi. On me prend le temps de me serrer la main, de m'inviter à revenir dans l'entreprise si le cas est que je redéménage une autre fois, que je serai toujours la bienvenue. Vous voyez, même en fermant la boucle d'une fin d'emploi, mon expérience a été gagnante du début jusqu'à la fin. Donc, souvent avec la clientèle, ce qu'on fait, c'est qu'on trace la ligne d'expérience employée et on se dit, sont où les lumières rouges? Où est-ce que demain matin, vous devriez mettre de l'effort, d'énergie pour que ce soit une expérience un petit peu plus gratifiante pour les employés, les candidats chez vous? Donc, ça peut être intéressant de le faire du retour à vos postes dans les prochaines semaines. Donc, ce qui fait la marque employeur, ce qui fait l'expérience employée va être le fameux « wow » que je vous parle, mais va être une expérience qui est authentique. Donc, souvent, on va voir des expériences employées où on voit des tables de baby-foot, puis là, on met vraiment le paquet. Mais on se dit, est-ce que ça s'y prête vraiment dans mon entreprise? Est-ce que vraiment ça répond à qui on est, à notre culture d'entreprise? Donc, je vous dirais, restez authentique, trouvez réellement vos forces, puis c'est celles-ci que vous devez
mettre d'avant-plan et non celle de, par exemple, qu'est-ce que Google va faire aux États-Unis ou autre. Donc, tentez de rester vous-même puis de demeurer authentique. C'est cette concordance-là que les employés vont remarquer. Donc, ce que vous faites, c'est ce que vous dites. Ce que vous dites et ce que vous faites. Alors, c'est ce qui est important à ce niveau-ci. Tout ça, le fait de faire vivre une belle expérience employée va générer chez vous des ambassadeurs. Donc, les gens vont s'enraciner chez vous et ils vont avoir l'intérêt de se déployer dans vos entreprises. Et donc, c'est ces gens-là qui vont être très porteurs pour votre recrutement, qui vont être très porteurs pour la mobilisation des équipes à l'interne. Alors, je vous dirais que dans les top 3 encore, dans les méthodes de recrutement, puis on va le voir un petit peu plus loin dans la présentation, vos ambassadeurs, le fameux bouche à oreille, c'est encore ce qui est le plus payant pour vous. Donc, un employé qui est satisfait n'hésitera pas nécessairement à aller vous vendre. Il va le faire, puis ça va lui faire plaisir. Puis, vous le savez aussi, vous l'avez certainement déjà entendu, un employé insatisfait va minimalement le nommer à peut-être 10 autres personnes. Alors, créer des ambassadeurs, pour vous, c'est ce qui peut être une méthode très, très, très gagnante en termes de recrutement. Oups, j'ai été trop vite. Quand on parle toujours de pratiques innovantes, marque employeur, expérience employée, je vous parle sans contredit du plan d'action, d'un plan d'action. Vous avez peut-être une planification stratégique qui se fait chaque année ou chaque 2 ans dans l'entreprise. Intégrez votre marque employeur, votre suivi d'expérience client dans votre planif stratégique. Donc, une petite portion qui va s'intéresser à ce volet-là et qui va peut-être être, un plan d'action sur 1 an, une planification de 3 ans, puis une vision de 5 ans sur qui on est comme employeur, puis qu'est-ce qu'on veut mettre d'avant-plan. Donc, c'est un conseil que j'ai à vous donner pour que tout ça, ça rime bien avec vos objectifs organisationnels. Donc, votre marque employeur ne peut pas s'en aller là, puis votre vision stratégique organisationnelle d'un autre côté. Donc, tout ça doit bien se parler, doit bien s'arrimer. Donc, de là l'importance du fameux plan d'action. Je continue à défiler, vu qu'on a beaucoup de choses. Votre stratégie, votre plan d'action doit s'arrimer aussi avec une stratégie digitale. Est-ce qu'actuellement, tout le monde, pour ceux et celles qui ont une entreprise, ou faites partie d'une entreprise, avez page Facebook ou LinkedIn, par exemple, d'entreprise, à main levée? Quand même, pas mal une majorité. Donc, ce qui est important d'arrimer, on parle d'arrimer qu'un plan d'action, mais aussi avec une stratégie digitale. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du terme d'une campagne AdWords, les fameux mots-clics. Donc, tout ça doit aussi être réfléchi. Donc, oui, on a les médias traditionnels qui vont être les journaux, la radio, la télévision. On a maintenant aussi les médias sociaux qui font de plus en plus partie de notre quotidien. Alors, il ne faut pas minimiser aussi ces médias-là et en faire une stratégie, digitale. Pour ceux et celles qui n'ont pas levé la main ou qui ont juste Facebook ou juste LinkedIn ou les deux, je vous dirais que si demain matin, vous voulez vous lancer dans créer une page puis d'être présent sur les médias, pour le démarrage, il faut vraiment avoir quelqu'un d'attitré. Si vous ne l'avez pas pour le moment, oui, il y a toujours de la sous-traitance qui peut faire le travail, mais si vous désirez garder ça à l'interne, assurez-vous d'avoir quelqu'un qui va le faire parce qu'une page Facebook, une page LinkedIn qui n'est pas animée, qui n'est pas vivante, on est mieux de ne pas en avoir parce que c'est toujours l'impact qu'on a, c'est toujours l'image qu'on réfère de notre entreprise. Donc, si votre dernière publication date de novembre 2018, on sent qu'il y a une petite lacune, qu'il y a un manque à quelque part. Donc, si vous êtes en démarrage pour ces pages-là, dédiez quelqu'un là, pour un plus à temps plein, là, mais pas un 40 heures, mais plus à temps plein pour le début. Puis ensuite de ça s'échelonne là, peut-être quelques heures semaine, mais au moins que chaque matin, quelqu'un ait jeté un petit coup d'œil pour ne pas manquer si des fois il y a des candidatures qui sont intéressantes, pour ne pas manquer aussi les interactions qui vont surgir de ces médias-là. Puis des interactions, bien malheureusement, il y en a des super positives, puis des fois, il y a des interactions un peu moins positives. Donc, il faut savoir aller là, désamorcer des fois quand il y a ces petites parenthèses négatives-là sur les médias sociaux. Donc, voici pour la stratégie digitale. Toujours dans le digital, dans les pratiques innovantes,
Je présume que chacun d'entre vous, dans un processus d'embauche, a aussi fait des entrevues qu'on va appeler Skype, des entrevues avec Appear. Je ne sais pas si vous connaissez la nouvelle application qui est Appear, c'est Appear. Donc, ça le dit, on apparaît. Donc, on partage un lien avec notre interlocuteur. L'interlocuteur a simplement cliqué sur le lien et il y a 2 fenêtres qui apparaissent. Donc, une qui est vraiment nous dans la vidéo et l'autre qui est le candidat pour l'entrevue. Donc, on n'a plus besoin de mots-clés, là, puis les codes, puis tout ça, puis qu'on s'ajoute des fois comme contact, puis on a toujours ces contacts-là là, sur notre compte. Donc, Appear, c'est super intéressant pour à cet effet-là. Et pourquoi je privilégie beaucoup des fois les rencontres à distance, c'est que le marché est tellement mouvant, puis c'est tellement actif que des fois, on va tenter de fixer des entrevues 3-4 jours plus tard, puis déjà, le candidat est plus disponible parce qu'il y en a qui ont été un petit peu plus rapides que nous. Donc, ne pas s'enfreindre des fois pour la distance, tout de suite convoquer le candidat, des fois pour un 5-10 minutes pour une entrevue Skype ou une entrevue Appear. Et préalablement, une petite entrevue téléphonique aussi. Ça peut faire là, vraiment le gros de la différence pour pouvoir être plus vite que vos concurrents ou d'autres entreprises dans la région. Donc, puis la nouvelle génération, bien évidemment, ça leur parle tout ça et ils sont très à l'aise à le faire via vidéoconférence. Puis, quand on est dans une entrevue peut-être plus finale ou qu'on veut vraiment avoir un autre contact, bien au moins, on aura eu un visuel, on aura eu une belle échange, on aura vu aussi si on a un bon feeling sur le candidat ou la candidate. Donc, aller vers ce genre de communication-là ou ce genre de procédé-là peut être très gagnant pour vous dans un processus d'entrevue pour ne pas manquer de bons candidats. Alors, toujours dans les applications, nouvelle tendance, c'est aussi qui dit fidélisation, quand on embauche des gens, dit aussi, est-ce qu'on peut aller évaluer si ces gens-là sont satisfaits? Est-ce qu'après le premier mois, la première semaine ou même la première année, est-ce que ce qu'on leur a promis a été réellement vécu en emploi? Donc, il y a certaines applications aussi qui vont être disponibles comme Office Vibe pour évaluer la satisfaction des employés. Alors, la satisfaction, c'est sûr que ces gens-là vont nommer des attentes, vont nommer des besoins, vont même vous donner une cote de 1 à 5 sur leur première expérience dans votre entreprise. Et donc, pour vous, ça devient du bonbon pour porter action vraiment au bon endroit. Des fois, on pense que nos gens vont apprécier être reconnus ou avoir une certaine reconnaissance, par exemple, sur les années d'ancienneté. Puis finalement, peut-être que les nouvelles générations, c'est plus l'ancienneté, eux autres, qui les plaît. Alors, ça vous permet vraiment de cibler où est-ce que vous devez porter vos actions. Et c'était ma prochaine slide qui était au niveau de la motivation, de la reconnaissance de vos employés. Donc, plus on fait des appréciations comme ça, des sondages, puis encore là, il ne faut pas abuser, là, c'est pas 4 fois par année. 1 fois par année, c'est suffisant. Mais on est porté à être beaucoup plus, à être efficace, efficient comme employeur parce que les actions qu'on porte touchent directement les attentes, touchent directement les besoins et donc la motivation en vient multiplier. C'est certain que quand je fais cette formation-là, des fois, un groupe plus réduit, à des entrepreneurs, ils me disent hey, « moi, je suis en production, tu sais, la flexibilité, puis répondre aux attentes de tout le monde, on est 400, on est 500, je m'y vois pas. » Bien, le fait de quand même avoir une écoute active, entendre ce qu'ils ont à dire, je pense qu'on a tout à gagner de le faire et de aussi communiquer qu'on n'est pas en mesure de répondre à tout le monde, à tous les besoins, mais on va faire tout en notre possible pour y arriver, pour au moins faire certains changements, d'être proactif comme employeur. Déjà, juste ça, ce message-là, c'est ultra important pour votre marque employeur. Toujours dans les nouvelles technologies, c'est certain que j'imagine vous doutiez dans les pratiques innovantes qu'on parle de technologie. On a tout ce qui est développement des compétences. Généralement, quand on fait des sondages de satisfaction, tout ça, les gens aiment qu'on développe leurs compétences, aiment qu'on les rende le plus polyvalent possible. Pour eux, ils se sentent efficaces, ils se sentent de faire partie d'une solution, de faire partie d'un tout. Quand on parle de formation, on peut encore parler de formation de type traditionnel, mais par contre, sachez que tout ce qui est la portion des solutions e-learning, des formations
formation en ligne. On a un bon nombre de formations offertes dans la région qui sont vraiment e-learning, donc plus besoin de se déplacer. Ça peut être sur les heures de lunch, conciliation travail-famille. C'est génial en plus de procéder en formule e-learning. Reste qu'il y a certains types de formations dans le savoir-être, par exemple, qui vont être davantage faits en formule traditionnelle parce qu'on va toucher à certains aspects que c'est plus difficile en ligne, mais pour des formations en santé-sécurité, par exemple, pour des formations un peu plus techniques, ça peut être bien de le faire en e-learning. Donc, n'hésitez pas, ça répond de plus en plus aux besoins qu'ont les jeunes sur le marché du travail, puis que aussi, ça va vraiment faciliter les horaires. Les gens, des formations par les soirs, les fins de semaine, des fois, ils ont moins le goût de le faire. Puis en rareté de main-d'œuvre, libérer quelqu'un 2 jours dans une semaine, nous, de notre côté, comme employeur, on n'est pas chaud à l'idée de le faire. Donc, e-learning, ça peut être super intéressant. Chez PB Dimension RH, on a une des spécialités qui est en e-learning et l'une des formations qu'on fait le plus, comme des petits pains chauds en e-learning, c'est la fameuse accueil et intégration. Souvent, on la donne maintes et maintes fois dans une année. On se dit, coudonc, on met play la cassette, puis on défile ça, puis après ça, on met pause. Donc, des fois, on sent qu'on est un peu redondant, c'est monotone, et le mettre en formule e-learning avec une interactivité, des questions-réponses, des vidéos, ça peut être très dynamique, puis on vient standardiser aussi le contenu qu'on diffuse. Donc, ça ne dépend pas que de l'humeur du formateur, ce fameux lundi matin-là qui donne l'accueil et intégration. Alors, c'est un exemple qui est très intéressant pour vous, côté e-learning. Ensuite, dans les nouvelles tendances au niveau du recrutement, souvent, peut-être que vous avez déjà entendu parler du terme du sourcing, donc vraiment d'aller à la source où est-ce que les bons candidats, ils sont. Alors, c'est vraiment d'être proactif et de ne pas attendre que les CV arrivent, mais plutôt d'aller à la chasse aux bonnes candidatures. Puis, on ne parle pas nécessairement ici de chasse de tête. On est vraiment dans c'est quoi les meilleurs sites, c'est quoi les bonnes périodes dans la journée pour faire de l'affichage. Donc, c'est ça du sourcing, c'est d'avoir des actions concrètes au bon moment, dans le bon temps, dans le bon créneau de candidats et de faire parfois des recherches inversées. Tout à l'heure, je vais vous parler de plateformes pour recrutement. On va nommer Emploi Québec, qui est la plus traditionnelle, mais qui est encore dans les top 3 qui fonctionne super bien. Je vais en parler tout de suite, puis quand on va arriver à la slide, je la skipperai parce que ça fait partie du sourcing. Plutôt que d'afficher simplement et de cliquer 30 jours sur votre publication Emploi Québec, faites la recherche inversée. Allez par mot-clé plutôt, taper le corps de métier qui est disponible dans la région actuellement ou qui est disponible à venir travailler en région. Donc, on peut interpeller ces candidats-là. Donc, c'est une stratégie à faire avec le site Emploi Québec. Aussi, quand on affiche des postes sur Emploi Québec, souvent, on va cliquer 30 jours, puis on va attendre que ça soit échu, puis on va recliquer pour un autre 30 jours, etc. Par contre, après 4-5 jours, votre affichage est déjà rendu à la 6e, 7e, même 10e page. Et pour un candidat, c'est trop de clics, il ne va pas se rendre à votre affichage. Donc, vous êtes mieux plutôt que peut-être après 2-3 jours d'aller désafficher et réafficher votre affichage de poste. Ça fait de l'affichage, ça. Réafficher votre publication et donc, vous allez revenir en tête de liste au niveau du candidat qui recherche un poste. Alors, c'est une stratégie qui peut être utilisée pour Emploi Québec et c'est gratuit en plus, donc profitez de cette occasion-là pour utiliser cette plateforme-ci. C'est ça, c'était ça, les plateformes gratuites. On parle aussi de Joblico. Il y a d'autres types de plateformes. Facebook, maintenant, on a un beau volet où est-ce qu'on peut afficher des postes puis même recevoir des candidatures. Donc, jusqu'à une certaine limite, c'est gratuit. Donc, c'est toujours probablement les premières démarches que je vous inciterai à faire dans votre recrutement. Puis après ça, après une semaine ou deux, on fait un deuxième round et là, on peut faire de l'investissement supplémentaire sur du recrutement plus payant, sur de la sponsorisation aussi. Vous savez que des fois, on va faire de l'affichage, puis on aurait tendance tout de suite à sponsoriser. Attendez une bonne journée, le temps qu'il y ait un maximum de vues. Puis à un moment donné, Facebook, il vous propose de sponsoriser parce que vous avez atteint pas mal avec le gratuit ce que vous pourrez atteindre avec l'affichage. Donc, un petit truc, attendez plutôt une journée avant de sponsoriser, puis après ça, vous pouvez aller avec cet élément-là. Ça va jusqu'à présent? Parfait.
Ensuite, toujours dans les pratiques innovantes, on a également, on parlait tout à l'heure de faire vivre des belles expériences en emploi. On parle des nouvelles générations aussi, et c'est pourquoi je vous parle de plan de carrière et de relève aujourd'hui dans les pratiques innovantes, parce que bien qu'on a une belle génération qui arrive sur le marché, on a aussi une génération qui s'apprête à quitter. Alors, ça va faire des chaises vides, oui, mais ça va faire aussi un vide au niveau de la connaissance ou de la richesse organisationnelle en termes de savoir-faire, savoir-être. Donc, de planifier ce transfert-là par un plan de relève, par un plan de transfert de connaissances également, ça fait partie des pratiques qui sera essentiel éventuellement à mettre en place parce que peut-être vous faire votre exercice dans votre tête à savoir, OK, dans les prochains 5 ans, qui quitte chez nous là, à la retraite? Des fois, on va avoir 3-4 noms, puis on se dit, est-ce qu'on a commencé à préparer ça? J'ai-tu une relève à l'interne? Je me suis-tu informée au monsieur ou à la madame s'ils ont de la documentation sur leur poste, de leur procédure, des mots de passe, de leur carnet de contact? Puis bien souvent, la réponse, c'est non, on n'a rien de ça. Et je vous dirais que 12 mois d'avance de s'y préparer, c'est pas trop. Même, je vous dirais, c'est le gros minimum pour un transfert de connaissances d'un poste, on va dire, de moyenne envergure. Alors, peut-être se faire une petite liste à l'interne de voir qui est sur le point de quitter à la retraite et donc de voir si vous êtes très efficace comme entreprise et proactive et essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de disponible actuellement pour ce transfert-là et de cibler des relèves à l'interne parce que des fois, on a des super de bons potentiels. On a une belle jeune relève qui ont plein de belles qualités qu'il faut mousser, qu'il faut déjà nommer comme un potentiel en entreprise pour motiver ces gens-là à demeurer en place. Dans la vague de marque employeur et d'expérience employée, on ne peut pas ne pas parler de rémunération. Moi, je vous parle aujourd'hui de rémunération globale. Pourquoi je dis globale? C'est que maintenant, tout n'est pas qu'un salaire horaire. Par contre, il faut savoir parler en salaire horaire. Je m'explique. Généralement, puis je suis certaine que vous l'avez tous vécu, vous passez des gens en entrevue, vous êtes la 4e entrevue qu'ils passent. Donc, ils savent déjà les autres comment ils donnent de l'heure, c'est quoi les conditions, etc. Et ils sont un peu à la surenchère avec vous. Donc, en tout cas, si vous ne l'avez pas vécu, moi, je l'ai vécu beaucoup dans certains processus de recrutement. Et là, des fois, on ne sait pas comment vendre nos facilités en entreprise. On sait comment on donne de l'heure, mais des fois, on ne trouve pas les mots justes pour dire, ben moi, j'ai une flexibilité d'horaire, moi, j'ai des congés mobiles. Nous, on donne des facilités, je ne sais pas moi, pour la conciliation travail-famille. On a des beaux programmes pour les enfants, pour les étudiants. On a des REER, on a peut-être même aussi des belles assurances avec une belle couverture, et tout ça, ça vaut quelque chose de l'heure. Donc, n'hésitez pas à ramener ça à un taux horaire. Donc, peut-être que vous donnez 18 $, mais après tous ces calculs-là d'assurance, de REER, de congé mobile, etc., vous êtes rendu à 22 $ de l'heure. Et de le nommer comme ça en entrevue, ils vont faire « Ouais, sais-tu, les autres, il n'y avait pas tout ce programme-là, puis je ne pensais pas que ça pouvait me donner autant. » Alors, soyez stratégique dans la manière que vous vendez vos postes, votre rémunération globale qu'on va appeler. Aussi, dans la rémunération globale, on peut avoir des avantages, des services qui sont présents en entreprise pour faciliter la vie puis valoriser l'engagement de vos employés. Aujourd'hui, je vais donner quelques exemples. Comme là, on voit quelqu'un qui est en train de déménager. Bien, ça peut arriver que vous attirez des candidats de l'extérieur. Est-ce que vous avez prévu avoir une facilité pour ces gens-là? C'est-à-dire, est-ce que vous payez le premier mois de loyer? Est-ce que vous payez les déménageurs? Est-ce que vous fournissez une main-d'œuvre? Peut-être que vous avez des journaliers à l'interne qui peuvent leur aider la première journée à déménager. Ça, c'est un exemple que si vous avez des employés qui viennent de l'extérieur. Vous pouvez avoir des facilités aussi pour les changements de pneus à la mi-saison. Vous avez peut-être une facilité près de votre entreprise ou à votre entreprise avec un garage et sous réservation, vous procédez au changement de pneus de vos employés. Donc, ils n'ont pas à s'absenter pour le faire ou être sur une liste d'attente. Ça peut y avoir, je ne sais pas moi, des vaccins. Donc, on a des périodes de vaccination pour la grippe. Vous pouvez rendre cette facilité
possibilités-là dans l'entreprise. Vous pouvez faire venir un chiropracticien une fois par mois, une fois par 2 semaines et faciliter la vie de vos employés par rapport à ça. Ça peut être aussi d'avoir des frigos avec des menus préparés parce que des fois, on a des horaires qui fait que, bon, on doit faire des fois du temps supplémentaire ou encore, on n'a pas le temps vite le soir d'arriver à la maison pour les enfants d'avoir des lunchs. Donc, ça peut être des pots de sauce à spaghetti. On a plein de fournisseurs dans notre région qui font des super de bons plats. Donc, peut-être de vous créer des partenariats. Donc, c'est des choses innovantes comme ça qui fait que vous allez vous démarquer du lot et tirer votre épingle du jeu dans différentes stratégies. Écoute, on a une banque d'idées avec toutes les entreprises qu'on a vues qui sont hyper intéressantes. Puis, effectivement, c'est pas tout ce qui peut répondre à tous les domaines, mais je suis certaine qu'il peut y avoir là, des bons filons pour vous par rapport à ça. Également, l'une des valeurs qui est la plus constante dans peu importe les générations qu'on va avoir va être certainement la valeur famille. Des fois, j'ai des entreprises qui me demandent, mais c'est sur quoi je dois valoriser, sur quoi je dois reconnaître, parce que des fois, on a la performance, mais des fois, la performance, ça peut créer de la compétition. Est-ce que je valorise la performance individuelle, de groupe? Donc, il y a des stratégies à avoir comme ça. Mais dans la valorisation, si on s'attarde aux valeurs, la valeur famille, c'est la valeur la plus sûre. Donc, si vous avez rapidement des moyens, des choses à mettre en place pour maximiser votre attractivité. Ça peut être des bourses d'études pour les enfants de vos employés. Donc, une bourse d'études, ça peut être primaire, secondaire, universitaire. Également, pour les naissances, de souligner les naissances. Ça aussi, ça fait partie de la valeur famille, tout ce qui est Noël également. J'ai déjà des entreprises qui faisaient tirer des buffets pour les familles. Donc, c'est pas seulement l'employé qui en bénéficie, mais c'est aussi le conjoint, la conjointe qui supporte des fois les travailleurs chez vous qui font beaucoup d'heures, qui sont très présents, très actifs dans l'entreprise. Bien, c'est certain qu'il y a des gens en arrière d'eux qui sont qu'on appelle la famille et qui, des fois, on va oublier dans la manière de reconnaître vos employés. Dernièrement, je voyais aussi à l'été, pour la période des vacances, j'ai une entreprise qui a fait tirer une location de décapotable pour 2 mois de l'été, mais c'était pour tous les employés qui, bon, je ne vous dirai pas tout le programme, mais parce que c'est un petit peu long, mais il y avait certains employés qui étaient éligibles. Donc, c'est la famille quand même qui a bénéficié de cette voiture-là pendant le mois de juillet et le mois d'août. Autre affaire aussi que j'ai vu, des forfaits, donc qui va s'adresser aussi aux conjoints, conjointes et à la famille pour des détentes ou autres parce que il y avait certains employés qui avaient finaliser un projet d'envergure qui avait demandé beaucoup de temps. Donc, qui dit beaucoup de temps en emploi, dit moins de temps à la maison. Donc, c'est des stratégies comme ça, toujours en lien avec la valeur famille, qui peut être intéressant de mettre en avant-plan dans vos entreprises, lorsque possible, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai rentré dans le temps, je n'ai même pas regardé. Il reste encore 13 minutes, donc j'ai un autre 10 minutes. Peut-être d'y aller avec des questions. Si vous avez même des cas exemples, des choses que vous mettez en place dans vos entreprises, ça peut être super intéressant aussi d'en parler, de le partager, si bien sûr vous êtes à l'aise de le faire. Non. Non. Question peut-être que vous aimeriez qu'on puisse aborder. On a parlé des stratégies digitales, on a parlé des manières de reconnaître vos gens en entreprise, on a parlé également de l'expérience employée, de la fameuse ligne du temps. Est-ce que, selon vous, c'est des outils qui seraient faciles de mettre en application dans vos entreprises? Au niveau de développer des ambassadeurs, est-ce qu'on est mieux de diriger directement vers des personnes ou si c'est vraiment au gré de l'envie de l'employé? Je ne sais pas dans quel sens, est-ce qu'on détermine qui sont nos ambassadeurs directement ou si on fait que ce soit un peu n'importe qui?
Bien, en fait, c'est sûr que si on y va de base avec quelque chose qui est plus global, l'objectif ultime, ce serait que ce soit tous des ambassadeurs. On a le fameux 10 d'employés plus difficiles qui on va avoir peine à avoir l'adhésion d'eux là, dans l'entreprise. Par contre, l'objectif ultime, c'est que ce serait que ce soit tous des ambassadeurs qui soient porteurs de votre mission, de votre vision, puis qui partagent la bonne nouvelle quand vous avez du recrutement à faire ou des postes à combler. Par contre, il y a des stratégies qu'on a mises en place dans différentes entreprises qui étaient la nomination annuellement d'un ambassadeur. Ce candidat-là ou cette candidate-là qui avait été nominée même par ses pairs, par un système de reconnaissance, de déclaration des bons coups en entreprise, venait qu'à cibler un ambassadeur et cette personne-là, elle avait une signature différente dans son courriel. Elle avait sa carte d'affaires, elle avait un petit embossement en or plutôt que, d'avoir une signature régulière. Et c'est des choses qui coûtent 1000 fois rien, mais qui rend une fierté, qui rend aussi tout ça collectif parce que les gens ont le goût aussi de se taper dans le dos, de se donner une reconnaissance entre confrères de travail. Certains sont dans des domaines, des contextes qui s'y prêtent moins, qui va créer davantage une compétitivité. Et donc, il faut faire attention. Je pense que c'est ce genre de programme-là qu'il faut y réfléchir. Comme on a vu, il faut le créer dans un plan d'action, trouver une stratégie qui corresponde bien à ce que vous voulez sur 1, 3 et 5 ans. Mais oui, on peut le prendre de manière individuelle, mais aussi de manière globale dans le terme ambassadeur. Je me questionne s'il y a des stratégies que des employeurs peuvent avoir pour, supposons que tu as engagé quelqu'un qui vient de l'extérieur, mais le conjoint, lui, doit se déplacer ou va rester à l'extérieur. On le voit de beaucoup, là. Oui. Et là, on souhaite que on espère évidemment qu'on va faire de la rétention, donc la personne ne repartira pas, mais souvent, on constate que c'est un échec, là. Ça arrive souvent. J'ai comme deux réponses. Peux-tu faire quelque chose? Bien, j'ai comme deux réponses. Quand on parle d'immigration, c'est sûr qu'il va y avoir une stratégie comme différente pour accueillir le conjoint et la conjointe. Si on parle d'employés qui viennent de l'extérieur, Côte-Nord, ou qui doivent déménager pour être plus à proximité de l'entreprise, c'est certain que au Kamouraska, vous n'aviez pas d'ailleurs une genre de réseau pour partager quand vous avez des... Là, j'essaie de trouver mes personnes clés qui vont peut-être me répondre. Hélène, est-ce que vous n'aviez pas à un moment donné un genre de réseau qu'on affichait? Il n'y en a plus. Bon. Créer un réseau Kamouraska pour ça. Mais non, sérieusement, il y a eu quelques années, je me souviens, avec Hélène, on avait un... Oui. Oui. Donc, on avait effectivement un portail où on pouvait identifier le nom d'un conjoint ou le profil pour dire, voici, j'ai un candidat qui travaille chez moi et sa conjointe, elle pourrait avoir telle profession. Donc, qui pourrait être intéressé? À usage, je dirais, le réseautage entre les dirigeants d'entreprise a fait en sorte qu'on se connaît entre nous, puis on s'appelait. On disait, Louise, au réseau de la santé, moi j'ai besoin, j'ai quelqu'un, je viens d'embaucher quelqu'un, puis il y a une infirmière qui est disponible, as-tu besoin? Donc, fait que la plateforme est devenue moins utilisée, fait que c'est pour ça qu'on ne l'a pas poursuivi. Que vous n'avez pas... Bon, mais quand même, on sent qu'il y a un réseau qui est comme bien établi. Puis, sur LinkedIn aussi, moi, je suis dans un groupe RH. Il faut juste demander c'est groupe RH Bas-Saint-Laurent, je crois, ou Ouest, en tout cas. Puis, souvent, je vois, moi, des conjoints-conjointes, une entreprise, par exemple, qui vient dire, j'ai embauché ou je suis sur le point d'embaucher. J'ai le conjoint, la conjointe. Puis, c'est sûr que c'est la plateforme pour partager, surtout dans les postes de professionnels. Aussi, profitez-en. Si vous avez engagé le conjoint, la conjointe, affichez plutôt que vous avez quelqu'un de disponible. Faites le contraire en affichage. Au lieu de dire vous avez besoin de quelqu'un, vous avez quelqu'un de disponible plutôt, dans telle période qui va arriver. Donc, ça peut être aussi une réponse à la question, là. Puis, si vous avez aussi un bon réseau, une belle page Facebook ou LinkedIn, je pense que ça mérite de faire un bel affichage par rapport à cette personne-là. On demeure toujours anonyme, évidemment, sans nommer le nom de la personne, mais on peut nommer le profil, la scolarité, l'expérience. Puis, c'est sûr qu'elle va trouver preneur parce que, en tout cas, à chaque fois, il y a toujours une entreprise qui a levé la main.
On sait qu'au Kamouraska, l'ensemble de nos entreprises ont à peu près 10 à 5 employés et moins. Comment on adapte la marque RH dans ces conditions-là? Moi, je pense le principe ou les règles de base, là, l'étape 2, 3, 4, 5, va demeurer la même. C'est certain qu'on va plutôt adapter l'envergure, puis on va adapter aussi le budget en conséquence. On va tenter de s'adapter, entre autres, à ça va être quoi notre liste de diffusion. Évidemment, c'est sûr que quand on dit qu'on est une petite entreprise, je prends par exemple, à un moment donné, on avait un client qui c'était des chaînes de dépanneurs et il disait, moi, tu sais, quand la personne est caissière, là, j'ai beau essayer de trouver ma marque employeur, là, mais tu sais, laver les dessus de canne, tout ça, je veux pas dévaloriser mon emploi, mais j'ai beau faire le tour de la question, puis je sais pas trop. Bon, fait que c'est sûr qu'on mise sur la stabilité parce que c'est pas une entreprise qui va fermer demain matin. Ensuite de ça, on a quand même instauré à l'interne un peu l'intrapreneur. On avait des jeunes qui étaient dans les caisses, qui étaient caissiers, plutôt caissières, puis on les a mis en charge des réseaux sociaux, on a mis en charge 2 autres personnes qui étaient vraiment tout au niveau du layout du dépanneur pour vraiment là, innover dans la présentation, il y avait des produits vedettes. Donc, on avait vraiment créé un programme d'intrapreneurs, puis pourtant, c'était dans une entreprise qui, théoriquement, si on n'aurait pas été au bout de notre réflexion, on aurait pu sembler dire, ben c'est un emploi plus traditionnel, qui n'a pas d'ouverture en termes d'innovation, mais ça a issu un super de beau programme. Il y a d'autres aussi, chaînes avec une marque qu'on connaît bien, qui, eux, avaient des difficultés pour des quarts de soir, même de fin de semaine, de nuit. Et on a aussi établi des programmes de reconnaissance avec des systèmes de jetons lorsqu'ils remplaçaient des collègues ou ils faisaient des chiffres de nuit, entre autres. Et avec le cumul de ces jetons-là, il y avait accès à des privilèges, il y avait accès à des tirages. Et donc, ça incitait les gens à se remplacer et aussi à faire des quarts de travail un peu moins intéressants. Ça a été, entre autres, leur marque employeur pour eux, puis qui n'avaient pas nécessairement là, accès, selon eux, à des métiers ou des postes dans l'innovation ou qui avaient une belle marge de manœuvre.